Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Hadot, surfeuse professionnelle depuis ses 18 ans. Cette fois, championne d'Europe ISA, championne du monde ISA en 2017, participante aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a 2 ans, Pauline a une régularité au top niveau dans son sport depuis son titre de championne du monde junior en 2006. Alors j'ai voulu comprendre d'où lui vient cette passion pour le surf, comment elle fait pour rester compétitive, qu'est-ce qu'elle ressent dans l'eau face à cette immensité, et puis on a parlé de ses engagements auprès d'associations. Un parcours d'une passionnée qui a dans le viseur Paris 2024. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Pauline. Salut. Et merci de me recevoir. Merci à toi. Très contente de t'accueillir sur le Pompon pour le coup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Pauline Hadot, j'ai 31 ans, je suis surfeuse professionnelle. Ouais. Donc moi j'habite à Anglet au Pays Basque, j'ai grandi sur la côte basque et je surfe depuis l'âge de 8 ans. Et voilà, c'est assez vite devenu une passion, une obsession et un métier. Ouais. Du coup, et depuis l'âge de 18 ans, je suis 100% consacrée à mon sport. Ok, génial. Alors l'une des premières questions que je pose, c'est tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Mais est-ce que donc, voilà, avant 8 ans, tu avais déjà quelque chose en tête et tu avais un rêve sûrement, comme tous les enfants du monde, j'ai sûrement voulu être vétérinaire à un moment donné. Mais honnêtement, en fait, le surf, il est rentré assez tôt dans ma vie, de manière compétitive assez tôt dans ma vie. Et dès l'âge de 13 ans, en fait, j'ai commencé à rêver de devenir surfeuse pro. Donc j'avoue que j'ai pas développé d'autres envies à côté. C'était tellement la chose que j'avais envie de faire. Ouais. Et voilà, donc c'est vrai que je me dis souvent qu'au final, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été surfeuse ? C'est un peu difficile de répondre à cette question pour moi. Ouais. Et donc, tu as commencé à 8 ans, et pourquoi ? Pourquoi en même temps ? Je suis allée faire un petit alors tour pourquoi juste à c'était côté de pas... l'océan avant, Oui, donc j'habitais, j'habitais près de la mer, donc c'était un élément pas naturel, mais disons familier pour moi. Par contre, c'était pas forcément évident parce que mes parents n'étaient pas du tout surfeurs. J'avais pas vraiment de famille proche qui surfait autour de moi. J'étais hyper sportive par contre. Je jouais au ballon, le vélo. J'avais fait plusieurs sports avant ça, du foot, du tennis, du handball. Et en fait, tout simplement, je passais mes étés à la plage à jouer dans les vagues avec mes copains, à essayer de prendre des vagues en bodyboard. Et à un moment donné, on s'est un peu tous mis au surf. On a tous eu envie de faire du surf. Ouais. Et donc, nos parents nous ont inscrits en surf club. Okay. Et là, ça a été vite l'évidence. En tout cas, le choix était assez évident de se dire, ça, c'est mon sport. Ouais, mais au-delà de se dire, tu vois, tu as dit à 13 ans déjà, tu t'es dit, si j'ai en faire mon métier, au-delà de dire, c'est mon sport. Au début, c'est juste ça. Ouais, au début, c'est juste ça. Voilà, c'est le... j'étais dans l'âge où j'essayais plusieurs choses. Ouais. Et là, je me suis dit, ça, je veux continuer. Et en fait, pas du tout dans l'esprit compétition au début. J'y allais même un peu à reculons. Ouais. On m'a assez vite soumis l'idée de faire des compétitions. Au début, j'aimais pas du tout ça parce que je pense que j'avais un niveau encore assez, qui n'était pas assez bon pour pouvoir m'éclater en compète. Trop de contraintes. C'était pas quelque chose que j'aimais du tout. Et j'allais à reculons. Et puis, jusqu'au jour où j'ai gagné une compète. Alors, ça s'appelait le Gromets Trophy, moins de 10 ans. Okay. Donc, ça n'avait pas une importance... quand même. Pour une petite fille de 10 ans, oui. Et là, ça m'a donné le goût de la gagne, en fait. Ouais. Et j'ai voulu continuer et j'ai vite progressé.
Et voilà, ça s'est un peu emballé dans ma carrière pendant ces années-là. Et alors, à quel moment tu te dis, ouais, je vais en faire mon métier? Alors, c'est un moment assez précis pour moi. À l'âge de 13 ans, j'ai été sélectionnée en équipe de France junior pour participer au championnat du monde ISA. Et ça se déroulait. ISA, c'est l'International Surfing Association. Cool. Donc, ils organisent des championnats du monde junior, open. Et c'est un petit peu l'organisme qui a porté le projet Surf aux Jeux. Donc, et c'est un peu l'esprit jeu parce que tu te déplaces avec ton équipe nationale, en équipe, il y a un classement par équipe. Donc, il y a cette dimension voilà, d'avoir la tenue de ton pays, porter ton drapeau. Donc, c'était un sacré événement pour moi, la petite Pauline de 13 ans. Et en fait, ça se déroule à Tahiti. Et là, j'ai vu le niveau des meilleures juniors mondiales, donc les Australiennes, les Américaines, qui étaient un peu plus âgées que moi, elles avaient 17-18 ans. Mais je les ai vues et je me suis dit, tu pourrais atteindre ce niveau dans quelques années, c'est pas inaccessible. Et c'est à partir de là que je me suis mise à rêver d'en faire mon métier, en fait. Ok. Et comment se passe alors? Est-ce qu'au collège, lycée, c'est adapté? Est-ce que tu fais Pas trop. Pas trop. C'est moi qui me suis adaptée. Non, alors, j'ai fait sport-études seconde première. Avant ça, au collège, je me déplaçais déjà beaucoup. Je m'absentais beaucoup aussi parce que je partais en période de vacances scolaires et aussi en dehors. Et en fait, moi, j'avais le deal que beaucoup de parents passent avec leurs enfants. C'était tant que tu suis à l'école, tant que ça marche à l'école, t'as le feu vert pour partir. Donc ça se passe bien. Donc moi, j'ai tout fait pour que ça se passe bien et je voulais pas que qu'on m'empêche d'aller faire mes compétitions, mes voyages. Donc je faisais l'effort. J'avais une super copine qui me prenait les cours et qui m'aidait, qui faisait le relais pour qu'on puisse me les envoyer. Et puis quand je revenais, je faisais en sorte que ça se passe bien. Et c'est pour ça que j'ai pu beaucoup m'absenter au final. Et pareil en sport-études. Donc là, les horaires étaient adaptés, les entraînements. Et je jouais ce jeu-là aussi avec les profs, etc. Donc certains comprenaient mieux que d'autres. Mais globalement, ça se passait bien. Et par contre, j'ai juste mon année de terminale que j'ai suivie par correspondance parce que mes absences devenaient trop importantes. Et donc là, j'ai suivi mon année par le CNED. Et alors, la première grande compétition que tu gagnes, tu t'en souviens? Oui, la première... alors, j'ai gagné des compétitions juniors, etc. Mais je pense la victoire marquante de ma carrière, ça a été mon titre de championne du monde junior. ISA, donc au Brésil, en 2006. Et en fait, c'était incroyable parce que, alors, plusieurs choses déjà. Le scénario de cette compétition, il s'est déroulé comme je l'ai rêvé. Comme je l'ai imaginé, j'étais outsider, je gagne la finale sur ma dernière vague, dans les dernières minutes, il faut un très gros score et j'ai le score contre la meilleure Australienne qui était favorite. Enfin, et c'était un peu comme un film. C'était un peu un film qui se finit bien. Donc ça s'est un peu déroulé comme je l'ai rêvé. Et c'était le premier titre de champion du monde pour un surfeur français. En homme-femme, junior open. Donc c'était un peu, c'était exceptionnel. J'ai vécu avec mes coéquipiers. On fait une super performance collective. On finit vice-championne du monde. C'était une sacrée perf parce que on avait un peu ce complexe d'infériorité face aux grandes nations du surf. Le Brésil, on était au Brésil, donc il y avait les Australiens, les Américains, toujours très très forts. Et on finit deuxième. Sympa. Donc c'est un fait marquant de ma carrière, c'est sûr. Trop cool. Et alors, est-ce que, tu vois, ce qui me vient en tête, c'est t'as pas trop de pression à ce moment-là? Parce qu'en fait, je me dis, junior, tu commences à avoir des résultats et on a parfois en tête des sportifs français où quand ils sont jeunes et qui commencent à gagner, je sais pas pourquoi, j'ai Richard Gasquet qui me vient en tête par exemple, tu vois, quand il bat Nadal, la seule fois il a battu Nadal en junior. Bon, après, il s'est un peu, la tendance s'est inversée. Est-ce que toi, t'as pas été en mode, c'est l'avenir du surf français C'est sûr que derrière, ça engendre des attentes, des espoirs, des attentes. Moi, je suis quelqu'un qui me mettait des objectifs hauts aussi. Mais oui, ça crée un coup de projecteur sur toi.
Mais après, bon, j'avais eu d'autres victoires avant. C'est vrai que là, derrière, j'avais une pression supplémentaire. Mais j'étais hyper bien encadrée, j'ai fait les choses à mon rythme. Ok. J'ai eu peut-être un retour des championnats du monde, un passage, voilà, un petit peu, peut-être pas forcément un peu moins bien, mais derrière, ça s'est bien passé quand même. Cool. Mais oui, c'est vrai que c'est... Derrière, il faut... on dit souvent, bah, c'est très dur d'arriver à des titres, mais le plus dur derrière, c'est de réitérer. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais j'avoue, ouais, c'est ma carrière, en tout cas junior, elle s'est plutôt déroulée étape par étape. Et derrière ça, en fait, j'ai eu un autre titre de championne du monde junior. Alors, cette fois, donc ça s'appelait l'ASP, maintenant c'est la WSL. Et c'est un peu le côté plus professionnel, donc un titre encore un peu plus difficile. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait par étapes. Stylé. Et tu as dit, donc à partir de 18 ans, ça devient ton métier pour le coup. Ouais. Comment est-ce qu'on peut, en fait, je me dis aussi, tu vois, dans les métiers passion comme celui-là, encore plus dans le sport, moi je me dis comment on peut en vivre aussi. Tu vois, c'est un gros sujet quand même. Oui, alors carrément. Comment ça se passe, toi, pour les premiers moments, premières étapes? Tu as déjà des sponsors? Alors j'ai eu la chance d'être suivie très jeune par un sponsor. Ouais. Un équipementier qui m'a beaucoup apporté, autant dans l'encadrement que dans les moyens financiers pour pouvoir participer à mes compétitions. Et à ce moment-là, ils me donnent le feu vert, en fait, et ils me disent qu'ils vont m'aider à me lancer, quoi. Ouais. Donc, pas de pression de ce côté-là. Et en surf, voilà, on est aidé par nos partenaires, nos sponsors. Il y a aussi des prize money sur les compétitions. Donc, c'est c'est deux moyens qu'on a de financer nos saisons et potentiellement gagner notre vie. Il faut déjà financer sa saison qui coûte cher. Ouais. Mais voilà, en gros, le modèle économique. Yes. Parce qu'une saison, ça coûte combien? Je ne me rends pas compte du tout. Ça dépend, j'imagine. Ça dépend de comment on voyage, ça dépend de quel circuit on fait, mais ça coûte potentiellement plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de frais, des déplacements, du matériel, des coachs à rémunérer. Ouais. Donc, il faut bien monter son petit projet et puis faire des choix. Donc, comment on s'entraîne, comment on voyage, en fonction de ses moyens. Donc, c'est une bonne école de la vie assez rapide. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et, voilà. Et puis, évidemment, le principal, c'est de gérer sa carrière sportive et ses performances. Ouais. On va revenir sur tout ça parce que pour le coup, après, dans les ce qui est plus récent, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à raconter. Je crois, j'avais vu que dans ta première saison dans l'élite, alors quand on dit l'élite, j'imagine que c'est le top 17 en fait pour les femmes. C'est le top 17, 17 mondial, d'accord. Ouais. Et donc, dès la première saison que tu fais, tu es dans le top 10, c'est ça? Comment ça se passe exactement? Ouais, je termine 9e. Ok. Et en fait, donc il faut finir dans les 10 premières pour se requalifier pour l'année suivante. Et donc, je finis 9e cette année-là. Ouais. Et ça, c'était quand? C'était en 2011. Ok. Ma première année. Ouais. Et donc, tu avais 20 ans. Ça faisait peu de temps que tu étais... c'est ça. Ouais. Et en fait, il y avait eu plusieurs Françaises qui s'étaient qualifiées sur ce tour avant moi. Mais jamais sur plusieurs années consécutives ou qui avaient réitéré. Donc, voilà, c'était un peu... je ne vais pas dire que c'est exceptionnel parce que depuis, il y a par exemple Joanne Defay qui fait des performances complètement hallucinantes. Ouais. Mais voilà, c'était une première en tout cas. Et alors à ce moment-là, tu as parlé tout à l'heure justement entraînement, le fait de s'entourer aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe en fait? Est-ce que tu fais du surf tous les jours? Dès qu'il y a une bonne vague, tu y vas? Et aussi, alors dès qu'il y a des bonnes vagues, oui, j'y vais. Oui. Mais j'y vais aussi quand il y a des mauvaises vagues, quand il fait froid, quand il fait 2 dehors. Quand il pleut, voilà, c'est l'aspect un peu moins glamour du surf l'hiver. Donc je m'entraîne quasiment tous les jours. Ouais. Alors c'est sûr que l'hiver, c'est un peu moins d'heures passées dans l'eau parce que le froid est vraiment assez difficile physiquement. Un peu plus de prépa physique du coup. Ouais. Et après, oui, il faut créer son entourage. Donc, coach surf technique, préparateur physique. On peut choisir de se faire suivre sur la préparation mentale aussi. Il y a vraiment plein de façons d'optimiser ses performances et il faut aussi faut voir quelles sont celles qui sont importantes pour chacun et sur lesquelles on veut mettre l'accent. Pardon. Donc voilà, il faut créer son petit staff en gros. Et puis bien sûr, les proches aident beaucoup. Moi, mes proches font partie
sont intégrante du staff. Ouais, très sollicitées dans ma carrière sportive, mais Ouais. c'est ça qui est beau aussi, c'est que quand ça marche, quand on atteint les objectifs, c'est une joie qui est partagée Mhm. par tous. Ouais. Et donc, sur la préparation, tu as beaucoup de prépa mentale aussi? Oui, alors moi là actuellement je suis suivie par une psychologue du sport. Ouais. Par le passé, j'ai été suivie par d'autres personnes aussi, donc autant en psychologie du sport qu'en prépa mentale. Mhm. Je trouve que c'est assez complémentaire et moi c'est quelque chose qui a commencé à beaucoup m'intéresser à partir de mes 25 ans. Ouais. Et je trouve ça, j'adore explorer un petit peu les techniques et puis explorer un petit peu mon fonctionnement, mieux me connaître mes réactions face au stress, face au challenge, etc. Mhm. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et comment tu fais justement? C'est quoi le secret? J'aimerais bien savoir aussi. Ça dépend de chacun, bien sûr. Ça dépend de chacun. Et puis ça dépend aussi de tes phases de vie, de comment tu es à l'instant T. Voilà, quelque chose que tu as compris à un moment donné. C'est pas dit que tu saches le remettre en place la fois d'après parce que les circonstances sont différentes. C'est pour ça que c'est toujours un apprentissage perpétuel. Ouais, c'est clair. Et moi, je trouve qu'il y a plusieurs aspects. Il y a le côté psychologie où tu comprends un petit peu comment tu fonctionnes, d'où ça vient. Puis le côté un peu outil de prépa mentale où là, tu as vraiment des outils comme l'imagerie, beaucoup de choses pour essayer déjà d'avoir cette motivation au quotidien pour s'entraîner et puis répondre présent dans les moments importants. Ouais. Ouais, moi je trouve ça... j'adore, j'apprends tout le temps et c'est des choses qui me servent dans la vie de tous les jours aussi. Donc c'est chouette. Trop cool. Oui, parce que tout à l'heure, ce que tu disais, le fait de... tu as parlé de visualisation au tout début du podcast. Cette idée de dire, ça va se passer comme ça, j'imagine ça. Ouais, j'en faisais déjà en fait sans savoir. Final, hein. Mais après, tu as toujours des dangers de trop imaginer la chose. Mais parce qu'il faut être aussi dans le... Alors c'est un peu le cliché dans le moment, tu vois, mais c'est vrai. Pas trop se projeter, que ce soit dans la bonne comme dans la mauvaise finalité. Ouais. Mais oui, on en fait tous en fait finalement de l'imagerie. Ouais. Sans le savoir. Après, il faut un peu flécher la bonne imagerie, on va dire. Les choses qui nous sont utiles. Parce que sinon, ça peut aller vite et dans le négatif et ça va pas nous porter, quoi. Dans les deux sens. Ouais. Tu as aussi été 7 fois championne d'Europe, WSL. Ouais. WSL, c'est World Surf League. Ouais, ok. Voilà. C'est très anglo-saxon, le surf. Clairement. D'ailleurs, ça pourrait être bien quand même d'où ça vient le surf. On va faire un petit cours d'histoire. D'où ça vient le surf? Alors, je suis pas spécialiste de l'histoire, mais en fait, ça vient d'Hawaï. Ouais. Et puis après, ça a été... dans l'ordre, je risque de me tromper, mais Hawaï, je pense après, ça a dû être la Californie. Puis c'est des gens qui ont voyagé après, derrière, avec leurs planches. Et quand ils ont vu qu'il y avait des vagues, ils ont apporté leur culture du surf à l'étranger. Et puis les gens qui les ont vus sur place ont voulu faire pareil. Et c'est comme ça aussi que ça s'est répandu. Ici, Et ça fait depuis combien de temps que c'est pro? Ça fait longtemps que le surf est un sport pro là, pareil, je te pose des questions, je sais pas si tu as les réponses. Mais ça dépend ce qu'on appelle pro, parce que oui, il y a des circuits mondiaux, il y en a depuis des dizaines d'années. Après, les moyens à l'époque n'étaient pas forcément énormes. Donc, est-ce que les athlètes vivaient de leur sport? Pas forcément. Mais ouais, ça fait quand même quelques années là, que c'est vraiment un sport qui se professionnalise, où il y a des athlètes qui font ça à temps plein, et le niveau monte et ça devient de plus en plus difficile. Et donc, je reviens sur les 7 fois championne d'Europe, c'est pas rien. Est-ce qu'il y il y a une fois qui a été plus importante qu'une autre? Est-ce qu'il y a... Alors, je prends que les victoires pour le moment, mais à un moment, on va aller dans les défaites aussi quand même, parce que c'est ça aussi. Ouais, parce qu'il y en a forcément. Oui, parce que j'ai pas toutes les années là, tu vois. Il y en a où t'as perdu. Alors, ma marquante, je pense que l'année 2016, c'était assez marquant parce que on était vraiment au coude à coude avec Justine Dupont pour le titre. Ouais. Et qui est aussi de la région, si je dis pas de bêtises. Oui, qui est de Lacanau. Ouais. Et en fait, on arrive à la dernière étape du circuit européen. On a exactement les mêmes résultats.
Donc en gros, celle qui va aller le plus loin gagne le titre. Mhm. Et on se retrouve toutes les deux en finale. Donc c'était le suspense jusqu'au bout. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est un peu les scénarios qu'on espère oui et non, parce qu'on préfère peut-être tout gagner d'un coup et être loin Être devant. tranquille pour la fin. Mais Ouais. en tout cas, quand ça bascule de son côté, c'est quand même des chouettes moments. Ouais, Et donc celui-là, c'est assez marquant. carrément. Et justement, tu peux nous expliquer comment fonctionne une compétition en fait, parce qu'il y a des rounds, enfin il y a des tours, comment ça Ouais. se passe là Alors, aussi on est dans ce qu'on appelle des séries. Mhm. Donc, les séries, elles peuvent être de 4 surfeurs, 4, 3 ou 2. Ok. Donc, quand on est 4, les 2 premiers passent. Quand on est 3, c'est aussi les 2 premiers. Et en contre 1, évidemment, un gagnant, un perdant. Élimination, ouais. On a un temps imparti à passer dans l'eau, tous Mhm. ensemble. Donc, Mhm. ça peut aller de 20 à 30, 35 minutes. Toutes les vagues qu'on prend vont être comptabilisées sur 10. Mhm. Et on garde les 2 meilleurs pour faire un total sur 20 et effectuer le classement. Donc il ne s'agit pas forcément de prendre le plus de vagues possible, c'est plus la qualité qui compte. Voilà, au final, si on prend que 2 vagues mais qu'elles sont toutes les 2 excellentes, on a de bonnes chances de gagner la série. Ouais. Et ensuite, tout simplement, c'est des tours éliminatoires. Il y a les premiers tours et puis après on arrive au quart, demi-finale, Ok. etc. Ok. Et est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, tu as une très bonne vague qui arrive, forcément tout le monde a envie de la prendre. Mais est-ce que tout le monde peut la prendre? Non, il y a des questions de priorité, Ok. évidemment. Donc il y a un aspect très stratégique dans tout ça. Parce que si tu as la priorité, donc non seulement tu peux choisir la meilleure vague, mais tu peux aussi empêcher quelqu'un de prendre une bonne vague. Mhm. Après, tu n'as qu'une seule cartouche à chaque fois. Après, il faut attendre son tour. Mais c'est pour ça qu'en général, il y a des stratégies en début de série. Et puis, il y a aussi beaucoup de stratégies à la fin des séries. Ouais. En fonction de ton classement, si tu es en train de gagner de loin ou si c'est serré. Il y a, en plus des qualités techniques, des qualités aussi de sens marin, de choix de vague, il y a aussi cet aspect stratégique qui est hyper important dans le surf en compétition. Mhm. Et alors, comment on qualifie une vague qui est bien prise par un surfeur ou une surfeuse, tu vois? Qu'est-ce qui fait que comme tu dis là, qu'on a beaucoup de points, quoi, en gros? Ouais. Alors, c'est pas facile à expliquer parce que ça dépend du type de vague qu'on a le jour J. Mhm. Mais en gros, dans les critères de jugement, ils parlent de prise de risque, de place de manœuvre dans la partie critique de la vague, de variété de manœuvres, d'innovation aussi. D'innovation. Innovation, c'est les Genre manœuvres. si tu fais une galipette arrière sur ta c'est ta un peu planche. ça. Les manœuvres qui sont un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on va Ok. dire. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est plus la qualité qu'on recherche que la quantité. Par exemple, Mhm. si on prend une vague avec 2 très belles manœuvres, ça peut être un 8 sur 10. Ouais. Alors qu'une autre vague un peu plus longue avec 4-5 manœuvres, mais qui sont un peu moins exceptionnelles, un peu moins impressionnantes, ça peut être un 5, quoi. Donc voilà, c'est l'effet waouh, un petit peu, qu'on recherche. Et après, ça reste un jugement humain et subjectif, mais voilà, par rapport à ces critères, on sait à peu près ce qu'attendent les juges. Ouais. Et évidemment, le type de vague du jour va aussi beaucoup influencer la taille de vague, la forme, sur ce qu'on attend des surfeurs. Et quand tu dis on fait aussi en fonction de ce que veulent les juges, est-ce que en fait tu as des... C'est-à-dire, tu as des figures imposées, enfin je dis n'importe quoi, je non, pense, pas du tu vois, tout. par Alors, la gymnastique par exemple. Non, il n'y a pas de figure imposée, il n'y a pas de telle manœuvre, autant de points. Ouais. C'est plus une prestation globale qui est jugée. Et en fait, nous, les vagues, il peut y avoir une régularité, mais il n'y a pas 2 vagues qui sont exactement les mêmes. Donc, c'est hyper difficile d'imposer des manœuvres. Alors, il y a des compétitions qu'on appelle des air shows, où là, on attend juste une manœuvre aérienne. Mais ça, c'est plus hors circuit, en fait. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Ça va, si j'arrive ça... à peu près à comprendre. Donc, si j'arrive à peu près à comprendre, c'est que c'est bon. Il faut venir sur une compète. Exactement. Non, mais oui, en plus, j'en avais vu alors, cet été, ou je sais plus quand c'était exactement. Ouais. Mais c'est chouette d'aller voir, comme ça, on comprend un peu mieux. Et puis voir, et puis avoir quelqu'un qui puisse faire un petit peu de pédagogie, c'est top. Ouais, carrément. Parce que forcément, quand on connaît, pour chaque sport, quand il y a ce qu'on voit de loin... peut-être sur son écran de télévision, et puis quand on comprend les enjeux, les subtilités des règles, des stratégies, etc., l'histoire des athlètes, de suite ça rajoute, c'est beaucoup plus passionnant. Voilà, c'est à nous aussi de
d'avoir ce rôle pédagogique un petit peu. Complètement. Bah oui, puis c'est parce que comme tu disais tout à l'heure, effectivement, toute cette logique de réfléchir à si tu prends la priorité, tu laisses passer l'autre, au final, à quel moment le faire et tout. Ouais. Moi, c'est vrai que quand j'imagine compétition de surf, je me dis, bah, il y a une bonne vague, j'y vais, quoi. J'en fais pas du tout. Hein. En gros, c'est ça, la logique, mais parfois, par exemple, peut-être que tu gagnes la série, 1 contre 1, l'autre a besoin d'un très petit score. Ouais. Ça veut dire que tu as une chance, tu peux le bloquer sur une vague. Ouais. Mais vu qu'il a besoin d'un petit score, il y a potentiellement plusieurs vagues où il pourra faire le score qui arrive. Donc il faut bien choisir. Il faut être sûr, le bloquer d'une part, mais aussi chercher à améliorer ton score parce que tu es à portée de ton adversaire. Du coup, voilà, il y a beaucoup de paramètres et il ne faut pas se tromper. Ouais. C'est un choix à faire dans la seconde et il faut faire les bons. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est la beauté du sport. Quoi. Exactement, oui, voilà, c'est le sport de compétition, le sport de haut niveau. Exactement. Et tu parlais de sens marin tout à l'heure. Comment ça, c'est au fil du temps que tu as réussi à l'avoir? Est-ce que c'est rapidement, quand tu es allé dans l'eau, tu arrives à sentir, genre, dans 3 vagues, je sais qu'elle est meilleure que les 2 précédentes? Alors oui, globalement, c'est du temps passé dans l'eau, forcément. Ouais. Après, c'est comme tout, il y en a qui ont des choses innées, d'autres un peu moins, qui ont besoin d'être un peu plus besogneux. Mais oui, c'est une sorte de lecture de l'océan et c'est beaucoup de temps passé à l'eau, évidemment. Ouais. D'entraînement dans toutes les conditions. C'est la beauté de notre sport, mais ça peut être aussi la source de frustration. Parce que voilà, des fois, on peut être hors rythme avec ces fameuses vagues imprévisibles. Ouais. Et là, quand c'est le cas, on a l'impression de ne pas s'être exprimé dans sa série, dans sa compétition. Et là, c'est toujours difficile à accepter, quoi. Bah ouais. T'as déjà eu des compètes sans vagues? Alors, on a eu plein de compétitions avec des toutes petites vagues où ça restait surfable. Ouais. Après, on a des journées où c'est pas surfable, donc les compétitions sont souvent reportées au lendemain. Et d'ailleurs, il y a cette petite sécurité sur la plupart des compétitions où, par exemple, ils ont besoin de 3 jours pour finir, mais ils prennent la compétition se déroule sur 5-6 jours pour pouvoir vraiment parer à ce genre de conditions. Et plus rarement, c'est arrivé quand même 2 fois, moi, dans ma carrière, qu'une compétition soit annulée parce qu'il n'y avait pas du tout de vague de la semaine. Et l'inverse est aussi arrivé. 2 fois, ça m'est arrivé. Trop de vagues, pas de spot de repli, pas praticable. Okay. Et du coup, pas d'autre choix que d'annuler aussi. Okay. C'est assez rare, mais voilà, ça arrive et on est toujours à la merci des éléments, donc ça fait partie du jeu. La beauté, comme tu disais, de ce sport. La beauté est frustrante parfois, mais ouais, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que dans notre sport, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de lassitude. Et c'est pour ça que ce côté éphémère, en fait, des vagues nous rend un peu accro, un peu fou. Les surfeurs qui sont toujours à guetter la marée, le vent qui tourne, la peur de louper le créneau, le fameux entre surfeurs. C'était mieux 10 minutes avant quand t'étais pas là. Donc voilà. c'est ça la beauté de notre sport. C'est des moments un peu uniques. Ah bah ouais, c'est ça qui est chouette, effectivement. Je crois que c'est ce que les surfeurs recherchent, si je ne m'abuse. Voilà. Et puis c'est ce qui rend complètement humble face à ce qui nous arrive aussi. Ouais, parce qu'autant tu peux avoir une session où tout réussit, tu te sens... Pousser des ailes. Pousser des ailes, c'est exactement le terme. Et puis d'autres, alors, tu te sens vraiment à la merci des vagues. Et puis, tu galères, que ce soit physiquement, tu te fais brasser. Ouais. Ça arrive souvent aussi. Ouais. C'est le jeu, mais si tu arrives derrière à prendre une belle vague, la récompense est d'autant plus belle. Yes. Tu as aussi été championne du monde ISA en 2017. Ouais. Est-ce que c'est, j'imagine, une compétition marquante, un moment marquant? Ouais, complètement. Alors, les ISA, quand j'en parlais pour mon titre junior, ça a vraiment lancé ma carrière. Ouais. Donc, j'ai quand même une histoire particulière avec ce type de compétition en équipe de France. Donc, c'est championnat ISA en France où je gagne. Avant ça, j'ai eu... plusieurs éditions en fait où j'ai atteint la finale. J'ai atteint 3 ou 4 finales avant. Okay. Et donc c'était vraiment un objectif pour moi d'avoir ce titre. Mais voilà, toutes ces éditions-là, j'arrivais jusqu'en finale, je faisais une belle compétition et malheureusement en finale, je me loupais. Ok. Pourquoi tu te loupais? Est-ce que tu as réussi à identifier chaque situation a été différente, mais c'est vrai que
y a eu des fois où j'étais pas trop en confiance face à mes adversaires. Il y a une autre édition où je fais des performances jusqu'en finale vraiment top, avec des super scores. Et je pense du coup, ça fait que j'ai placé j'ai voulu réitérer ça en finale alors qu'il suffisait de faire un peu moins. Mais j'avais des attentes un peu trop élevées. Je m'étais mis une pression un peu trop importante. Ouais. Et puis il y a cette édition en France, donc en 2017, qui arrive, où là, je sais pas, j'ai pris beaucoup de recul en fait sur l'événement. Un côté un peu détaché tout en jouant ma carte à fond, tu vois, en étant hyper rigoureuse sur mes routines, etc. Et puis là, ça a marché, quoi. La roue un petit peu tournée, on va dire. Ouais. Et ouais, c'est marquant parce que un titre de champion du monde, c'est quand même quelque chose. C'était en France. Je courais après depuis longtemps. Donc c'est une victoire qui est marquante aussi. Yes. C'était où en France? C'était à Biarritz. À Biarritz, donc voilà, en plus, vraiment tout proche de pas de chez moi. À moi. la maison, quoi. Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Parce que le titre de championne du monde, est-ce que c'est le Graal ultime dans ce sport? Alors c'est un titre important, mais c'est le titre de champion du monde ISA, donc ces fameux événements par équipe avec l'équipe de France. Mais le Graal vraiment sportivement, c'est un titre de champion du monde, le WSL, qui lui se détermine sur des compétitions de toute l'année. Donc voilà, ça prouve quand même d'une régularité au niveau du circuit mondial, etc. Donc voilà, sportivement, ça a quand même beaucoup plus de valeur. Donc voilà, celui-là, je l'ai jamais eu. C'est vraiment le rêve de tout surfeur. Ouais. Voilà. Et puis dernièrement, il y a un autre objectif qui s'est ajouté juste là. Voilà, c'est ça, aux athlètes, aux surfeurs, pour les surfeurs. Ouais. Donc voilà, l'entrée de notre sport aux Jeux Olympiques. Dans la famille des jeux. Ouais. Voilà, ça a créé de nouveaux objectifs pour chacun d'entre nous. Bah ouais, carrément. Bah justement, vu qu'on va là-dessus, et donc je dis ça parce que donc derrière nous, il y a le panneau avec ton prénom et ton nom et le petit logo des jeux. C'est pour ça que t'as ramené de Tokyo. Que j'ai volé, chut, faut pas le dire, que j'ai arraché de mon vestiaire il y a pas les clous dessus, mais il y a la colle, je pense, derrière. Ouais, on a tous un petit peu ramené tout ce qu'on pouvait de là-bas. On a essayé de négocier plusieurs licras de compétition, mais on en a eu droit à qu'un. Voilà, on les garde précieusement. Et alors justement, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça se passe? Comment la sélection se passe pour participer au jeu déjà? Alors c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire assez simple, mais en gros, il y a un petit peu 3 niveaux de sélection. Donc d'abord, il y a des quotas à aller chercher sur le classement mondial WSL. Ouais. Ensuite, il y a des places à aller chercher au championnat du monde ISA sur 2 années. Donc là, pour les Jeux de Paris, ça sera en 2023 et 2024, durant les championnats du monde 2023 et 2024. Et donc voilà, ça fait... Et puis il y a une limite d'athlètes par pays. Donc c'est maximum 2 hommes, 2 femmes. On peut aller chercher des quotas supplémentaires, mais sous certaines conditions. Mais en gros, voilà, les places sont assez chères. Et au total, pour Paris 2024, c'est un format à 24 hommes, 24 femmes. Et à Tokyo, c'était 20 femmes. Ok. Voilà. Oui, parce qu'il y a de la compétition en France quand même. Voilà, il y a carrément du challenge en France, en Europe aussi, parce que certaines places sont décernées en fonction de ton classement européen. Et évidemment, dans les autres pays. Donc, parce que tous les pays ne se qualifient pas. Il faut aller chercher vraiment sa place. Et il y a beaucoup de... Alors, il y a les grosses nations du surf dont on a parlé, mais il y a les pays aussi émergents, beaucoup de pays d'Amérique latine, l'Afrique du Sud qui sont très forts, les pays européens aussi, comme l'Espagne, le Portugal. Et puis il y a aussi l'effet un petit peu jeu où certains binationaux vont choisir une nationalité plutôt qu'une autre pour avoir plus de chances de participer. Donc ça, on l'a vu aussi depuis que les jeux sont... Enfin, depuis que le surf est au jeu. Les Japonais aussi sont très forts.
Je reviens un petit peu sur les grosses nations. T'avais qui face à toi? Mais oui, donc ça fait du monde et on veut tous la même chose et les places sont très très chères. Ouais. Et alors comment ça s'est passé pour le coup Tokyo, une Olympiade un peu particulière aussi, Ouais, complètement. Décalée d'un an, sans public. Décalé d'un an, pas de public, beaucoup de règles, de contraintes par rapport au Covid. Ouais. En fait, notre chance finalement en tant que surfeur, c'est qu'on n'avait jamais vécu les Jeux. Donc on ne pouvait pas comparer à Rio, à Londres, en se disant wow, c'est vraiment triste cette année, il n'y a pas de public, je ne peux pas amener ma famille. Donc oui, il y avait nous, voilà, le fait de pas pouvoir, le fait que ma famille ne puisse pas m'accompagner au jeu, c'est quand même quelque chose qui a été décevant et qui m'a touchée. Mais on avait aussi l'effet waouh d'arriver, de recevoir sa dotation équipe de France. La même que Teddy Riner, la même que Kevin Mayer. Enfin, tu vois, de monter dans l'avion qui va au jeu avec tout plein d'athlètes, de staff de l'événement, d'arriver là-bas avec voilà, il y a une ambiance carrément, même s'il n'y avait pas de public, il y a l'effet jeu, le village olympique, le Club France. On a quand même cet effet. Et du coup, moi, j'ai quand même vécu ça avec beaucoup comme quelque chose d'hyper positif, d'hyper inspirant. Voilà, c'était... Je refaisais quelque chose pour la première fois, tu vois, dans ma carrière, alors que ça m'était pas arrivé depuis un moment, parce que je fais le circuit quand même depuis longtemps. Et je me suis revue un petit peu la jeune Pauline, tu vois, qui part à certains endroits pour la première fois, qui participe à ces championnats du monde pour la première fois, voilà. Donc ça, c'était top. Ouais, puis ça fait un nouveau challenge à relever. Exactement. C'est vrai que ça a relancé, moi, quelque chose quand ça a été annoncé en 2016. Ouais. Je me suis mis comme objectif et ça a un petit truc de fraîcheur, en fait, parce que j'ai gardé des objectifs sur le circuit pro, mais ça a ajouté une dimension à mon quotidien. Et pour le coup, la compétition en elle-même, alors il n'y a pas eu de il n'y a pas eu dessus. Alors pas de médaille pour les Français, pas de super conditions de vague honnêtement non plus. C'est difficile, je pense. C'était pas la meilleure façon de représenter le surf. Oui, assez frustrant dans le sens où au niveau du contenu, voilà, cette fameuse sensation où tu sens que tu t'es pas exprimé pleinement, elle était quand même présente. Mais bon, après moi, j'ai vraiment essayé de tout donner. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités dans la CA où je perds, mais j'ai essayé de donner mon max et je pense que c'est ce qui s'est ressenti en tout cas. Et donc, on savait qu'après que voilà, le niveau était élevé, ça a été dur d'aller chercher une médaille, mais voilà, je pense que voilà, moi j'ai donné mon max. Après, il y a des choses, c'est sûr, sur lesquelles on peut toujours s'améliorer, des choix qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire différemment. Mais bon, voilà, globalement, quelque chose de positif, comme je disais. Et alors, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça fait autant d'années que tu es au top niveau quand même, sur ma longévité. Pour le coup. Sur la longévité, parce que donc depuis tes 13 ans, tu gagnes des compètes quand même. Même 10 ans, je crois que la première compète que tu as gagnée. J'avais 10 ans, bon, allez, ça fait 20 ans. Je n'inscris pas à mon palmarès, celle-là. Mais alors là, en fait, je pense que j'ai eu plusieurs phases en fait dans ma carrière et j'ai fait ça pas mes raisons en fait, elles ont évolué et je pense que c'est ça qui c'est pas un secret, mais c'est ce qui a fait que j'ai continué à me motiver, à chercher toujours des nouveaux challenges. C'est vrai que au bout d'un moment tu es dans une sorte d'engrenage et puis il y a des moments où ça peut s'essouffler un petit peu, il faut trouver de nouvelles sources de motivation. Et ça, c'est des choses que j'ai réussi à faire alors avec l'aide de prépa physique, de psychologue du sport, de mon entourage aussi parfois, ou de mes entraîneurs. Mais ouais, c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Quand il y avait des coups de grosses remises en question. Ouais, parce qu'il y a des moments, tu t'es dit j'arrête ? Alors pas forcément. En fait, il y a un moment où je fais une mauvaise saison. Je pense que le terme burn-out, il peut presque être utilisé dans ce cas-là, parce que je sors de ma saison où j'ai même plus envie d'aller à l'eau pour mon plaisir, quoi. Et là, ça a été hyper... c'est un peu traumatisant, entre guillemets, pour moi, parce que le surf, ça a toujours été depuis que j'ai commencé, c'est une passion.
Et là, sans parler compétition, j'ai plus, à ce moment-là, j'avais même plus envie de prendre ma planche de surf, quoi. Ouais. Donc... Et là, je me dis, mince, Merde. mais qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais. Et donc, je me suis pas dit j'arrête, mais ça a été vraiment une sorte d'électrochoc ce moment-là. Et j'ai mis du temps à poser tout ça, à prendre du recul et à repartir sur de nouvelles inspirations, de nouvelles motivations. Ouais. Mais là, ouais, ça a été un peu dur d'en arriver là. Ouais, bah ouais, carrément. Ouais. Après j'imagine que c'était plutôt récent par rapport à ta carrière. Donc, c'était en 2014. Ah ouais, non, ça va. Donc, moitié. c'est pas récent. Mi-chemin. Mais ça faisait déjà longtemps que je faisais de la compète. Ouais. Et après, j'ai eu d'autres moments durs. Mais là, ça, c'était marquant dans le sens où j'avais plus envie, je prenais plus de plaisir, quoi. Ouais. Oh, c'est le but quand on est passionné, je crois. C'est difficile d'avancer sans le plaisir. Quand même. Donc, d'aller au bout de soi-même dans son entraînement, dans la compétition, quand il n'y a plus de plaisir, c'est compliqué. Donc, il faut aller chercher ce qui nous anime, quoi. Ouais, carrément. Et il y a combien de compétitions par an? Parce que pour le coup, j'essaye d'imaginer, tu vois, ton orga à l'année. Là, je pense que j'ai fait une 15aine de compétitions cette année. Okay. Et partout dans le monde, pour le coup. Ouais, et puis niveau, tu vois, sur l'année, j'ai dû être en déplacement ou en compète entre 60 et 70% du temps. Voire, ça, c'était une année assez chargée, peut-être plus près de 70%. Okay. Mais en gros, en moyenne. Donc ouais, c'est quand même... On s'ennuie pas. Ouais. C'est prenant, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est prenant. Okay. Mais c'est des belles expériences. Yes. Et est-ce qu'il y a une compétition parmi d'autres qui t'a le plus marqué au-delà des victoires, bien évidemment, même si c'est important? Dans ma carrière ou cette année? Ouais. C'est dur d'écarter les victoires parce que... Non, mais sans forcément les écarter, justement. Oui, tu vois, oui. C'est après, Ouais, mais non, mais enfin, je peux... L'année dernière, les championnats du monde où je me qualifie pour les Jeux, c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Je ne gagne pas, je fais 6e, mais c'est assez pour me qualifier. Contexte assez stressant, alors déjà par l'enjeu, et puis par le contexte Covid, parce que on a eu des cas positifs dans l'équipe au début de compète. De compète, donc c'était un peu... on est passé du cauchemar au rêve, alors en tout cas pour moi, au rêve de la qualif, quoi. Donc ça a été 8-9 jours sacrément éprouvant, ascenseur émotionnel, avec quoi. tous les ascenseurs émotionnels au milieu, parce que tu commences à compète, et puis c'est dur, et puis puis ça passe, et puis c'est vraiment les montagnes russes tous les jours, toute la semaine. Et puis à chaque fois, il faut essayer de se recentrer et de gérer ses émotions. Donc c'était une sacrée expérience. Et tu ressens quoi quand t'es dans l'eau? Quand je suis dans l'eau. Sur la vague, tu veux dire? Ouais, ou avant, je sais pas. En fait, j'imagine tellement une bulle dans laquelle tu te mets quand tu commences une compète. Parce que... Alors, pendant la compète. Ouais, ou pas forcément. En fait, dans l'eau. Je sais pas, quand t'es dans l'eau, quand tu surfes, quoi. En fait, dans l'eau, déjà, cet élément, l'océan, les vagues mouvants, ça bouge, c'est imprévisible. Ça accapare vraiment toute ton attention, en fait. Donc, t'es vraiment à fond dans ce que tu fais, dans où tu vas te placer, quelle vague t'as envie de prendre. Et puis après, les sensations, quand tu prends la vague, c'est assez... t'as de la vitesse, de l'adrénaline, les sensations de glisse, évidemment. Mais t'as un peu quand tu fais une belle vague, t'as un peu l'euphorie d'avoir dompté un peu la vague, quoi. Comme on disait, se sentir pousser des ailes. Alors, on a toujours des moments de remise en... Après, tu te prends une vague dans la gueule, ça te on détend, nous remet les idées en place, parce que derrière, il faut repasser la barre et t'en prends plein la tête. Mais c'est une sensation assez grisante. Et voilà, et c'est pour ça que dès que tu as une belle vague, tu t'en veux une autre aussi bien, quoi. Et puis si elle n'est pas aussi bien, et puis on recommence. Et voilà. T'arrives à t'arrêter, justement? Est-ce que parfois t'es là, genre, parce que ça peut être le truc aussi, tu sais, quand t'es passionné. C'est un peu le piège, des fois. Tu te dis, non, la prochaine sera mieux. J'ai une super vague, j'y retourne, alors que ça fait déjà 2 heures que tu y es. Et puis évidemment, la dernière est jamais la meilleure, c'est assez rare. Ouais, c'est un peu dur de s'arrêter sur la meilleure.
tout cas, même si on s'arrête, on pense déjà à la prochaine session. Et oui, donc j'avais vu, et tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as plusieurs sponsors pour le coup qui t'accompagnent. Est-ce que c'est eux qui sont venus toquer à ta porte? Est-ce que c'est toi qui allais les voir? Comment là aussi ça se passe, tu vois, pour comprendre, au-delà des compétitions que tu peux gagner, comme tu disais? Il y a les deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Des fois, c'est eux qui m'approchent. Des fois, alors, je ne vais pas dire c'est moi, parce que là, maintenant, moi, j'ai un manager qui s'occupe de ça pour moi. Cool. Donc, c'est lui aussi qui va prospecter. Par le passé, j'ai eu les deux cas de figure, en fait. Mais oui, ça fait partie intégralement de ta gestion de carrière. Et comme je disais, sans un partenaire, on ne peut pas vraiment faire notre circuit. Donc, c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer. Gérer aussi la façon dont... le côté image, en fait. Bah ouais, carrément. Le côté un petit peu plus business, on va dire. Ouais. Mais oui, non, sans les partenaires, on va pas très loin. C'est clair. Et c'est quoi alors les prochains objectifs? Il y en a deux, si je ne m'abuse, tu les as plus ou moins mentionnés. Championne du monde WSL, c'est ça? Alors, championnat du monde WSL, là, j'ai pas fait une super saison cette année, donc je suis pas dans le top 17 l'année prochaine. Ça, c'est pas un objectif atteignable. La saison prochaine, mais en effet il y a la qualif pour les Jeux qui fait partie qui est mon plus gros objectif. Et ça passe par d'autres perfs ailleurs, donc les championnats du monde ISA, une belle saison européenne aussi. Donc voilà, il y a il faut être régulier un petit peu toute l'année et être performant le plus souvent possible. Et on surfe jusqu'à quel âge? Alors, j'en ai vu, j'en vois parfois, il n'y a pas d'âge. Il y en a qui vont jusqu'à 80, 90. Donc ça, voilà. Tant qu'on est en forme, ça, on peut surfer. Après, en compétition, j'avoue que là, il est en train de reculer là, pas mal. Les carrières sont de plus en plus longues. C'est vrai qu'on avait tendance à dire qu'après 30 ans, on commence à songer à passer à autre chose. Mais là, on voit de plus en plus d'athlètes qui prolongent jusqu'à 35, au-delà. Donc, il n'y a pas de règle non plus. Il y a un extraterrestre qui s'appelle Kelly Slater qui lui, repousse toutes les limites. Mais après, voilà, tant qu'il y a la motivation, quand le niveau est là et que les moyens aussi sont là, et que la passion est là, il n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est quand même une belle vie, entre guillemets, autant par les déplacements, les expériences qu'on peut avoir que par ce côté apprentissage sur soi-même et introspectif qu'exige la compétition, en fait. Donc, il n'y a pas de règle. Tu verras on verra bien. En tout cas, en ce qui me concerne, on verra. Yes. On verra bien. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré pour faire ça? Oui, alors, quand j'étais toute jeune, j'étais très inspirée par les surfeuses françaises que je voyais... les surfeuses pro françaises autour de moi. Et donc là, c'était Marie-Pierre Abgral, Emmanuelle Joly, Caroline Saran, des athlètes que je voyais régulièrement parce qu'elles elles sont de la région. Et après, il y a eu des surfeuses étrangères aussi. Ça restait pas mal dans mon sport. Puis oui, aussi inspirée par d'autres athlètes. Moi, j'ai toujours regardé les Jeux avec beaucoup d'admiration, beaucoup de passion aussi pour le sport. Je regarde un peu toutes les équipes de France au final, donc il n'y a pas que les Français qui m'inspirent, mais c'est vrai qu'on a tendance à s'identifier aux gens avec qui on partage des choses, donc forcément les sportifs français qui réussissent ou qui ont réussi font partie des gens qui m'ont inspiré. Ouais, trop cool. Et en fait, je me dis ce qui est donc hyper chouette, c'est que assez tôt, tu as voulu faire ça, tu l'as fait. C'est quand même génial. Mais j'ai eu de la chance. Après, j'ai mis les choses en place j'ai travaillé pour ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a tout type de carrière. Et moi, à mes débuts, c'est vrai que j'ai gravi les échelons étape par étape. Et les choix ont été assez évidents. Il y a des parcours différents aussi où ils sont un peu plus dans l'ombre au début et puis ils s'explosent tout plus tard. Mais ouais, moi, ça a été un peu idée fixe à partir de mes 13 ans, on va dire. Et tout s'est bien passé. Donc, voilà. Les choix se sont un peu imposés
Je ne sais pas s'ils se sont imposés à moi ou si je les ai imposés. Mais voilà, donc, quoi qu'il arrive, j'ai pu faire ce dont j'ai rêvé et ce dont j'avais envie. Et alors, j'ai d'autres sujets aussi, mais qui sont en lien, parce qu'on parlait des partenaires, mais tu soutiens différentes associations. Ouais. À la fois ambassadrice ou marraine. Je ne sais pas par laquelle tu veux commencer. Je pense d'abord, comme tu veux. On peut peut-être faire par ordre chronologique. Allez, c'est parti. Il y en a deux. Alors, c'est vrai que j'aime bien, moi, m'impliquer dans des assos globalement. Alors, j'en ai deux pour lesquels je suis ambassadrice et marraine. Donc, il y a Andy Surf et Surfrider Foundation. Je suis aussi sollicitée sur d'autres projets associatifs parfois. Et si j'ai le temps, si c'est quelque chose qui me touche, je le fais avec plaisir. Mais c'est ces deux avec qui je m'implique le plus. Andy Surf, ça remonte à quelques temps déjà, depuis 2009, je crois. En fait, on m'avait proposé d'encadrer un cours de surf avec des enfants autistes à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été une super expérience. Et derrière, on m'a un petit peu intégrée à ce rôle de marraine. Et l'asso a grandi. Et donc, en fait, Andy Surf, leur but, c'est de rendre accessible le surf à tout type de handicap. Donc, handicap moteur, handicap mentaux. Et moi, j'encadre des sessions de temps en temps. Et c'est toujours de super moments qui remettent les pieds sur terre. C'est des histoires de vie hyper inspirantes. Moi, je prends beaucoup de plaisir en fait, à partager ces moments-là. Et puis, comme je dis, des histoires de vie inspirantes qui, moi, m'inspirent en tant que sportive aussi. Donc, c'est assez chouette. Ils font vraiment des super choses. Et ensuite, il y a Surfrider. Donc, ça, c'est un petit peu plus récent. 2017. Eux, leur but, c'est de protéger tout ce qui touche à l'océan, au littoral, aux vagues. Et donc, c'était vraiment assez naturel de faire des choses avec eux. Avant ça, j'avais fait d'autres choses un petit peu dans des assos environnementales, mais là, c'est vrai qu'avec Surfrider, c'est dans la continuité et la longévité. Donc, puis leur siège est à Biarritz aussi. Oui, voilà, donc c'est juste à côté. Alors, il y a plein de domaines dans lesquels ils interviennent et sur certains projets, en fait, ils me sollicitent. Et voilà, chez eux, il y a les actions un petit peu emblématiques de ramassage, de nettoyage des plages. Les initiatives aussi. Exactement. Mais bon, qui sont un petit peu juste... c'est la partie immergée de l'iceberg. Exactement, parce que c'est plus, je trouve, un aspect... L'intérêt est plus pédagogique, en fait, de faire venir les gens, qu'on se rende compte de ce qu'on trouve et de comprendre d'où ça vient, en fait. Et derrière, de se dire, est-ce que moi, je peux pas changer une petite habitude chez moi qui va faire qu'on va retrouver moins de choses sur les plages et dans nos océans globalement. Donc ça aussi, c'est toujours... moi, j'apprends à chaque fois plein de trucs quand j'y vais avec les éducateurs. Et c'est chouette. Ouais, trop cool. Et alors, ça m'a fait penser à ça, mais est-ce que tu as eu le surfer's paradoxe, le paradoxe du surfeur? J'en ai souvent entendu parler sur le fait... Enfin, j'imagine que tu... J'ai peut-être pas expliqué le terme, mais je pense que... Je connais pas le... Ah ouais, ok, non, d'accord. vas-y. En fait, on m'en a parlé du fait que pendant longtemps, aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui se sont créées, mais les surfeurs étaient sur des planches fabriquées à l'autre bout du monde, un peu polluantes, voilà, potentiellement. Or, on est en osmose avec la nature, et donc j'ai entendu parler du paradoxe du surfeur. Alors, je l'ai jamais entendu. J'avais jamais entendu ce terme, mais oui, le concept que je comprends. Que je pense qu'il n'est pas spécifique aux surfeurs parce que globalement, tous les sportifs ou tous les consommateurs ont besoin. On est tous consommateurs globalement. C'est assez difficile de faire des choix, d'être tout le temps dans les bons choix parce que des fois, c'est pas disponible tout simplement. Mais en effet, il y a eu énormément de choses. Il y a énormément de choses qui se développent, de nouvelles technologies qui se créent, de nouveaux matériaux plus respectueux, plus responsables. Alors après, il y a toujours ce côté un peu complexe où il faut que ce soit plus respectueux, mais si on veut que ça marche, il faut que ce soit aussi performant, que ça reste un minimum accessible aux consommateurs. Mais oui, c'est vrai que le surfeur, alors il est proche de son environnement, mais
Il est passionné par les vagues et aussi la découverte des vagues du monde entier. Donc, c'est aussi souvent un voyageur. Mais oui, après, on essaie de... Il y a quand même cette sensibilité et comme on disait, dans l'industrie, beaucoup de choses qui bougent. Mais dans tous les domaines, ça, je pense, c'est le cas dans tous les domaines. Ouais, donc, c'est vrai que ça, j'avais entendu à plusieurs reprises. Mais je n'avais pas entendu. C'est vrai que ça résume plus, de façon plus courte le terme. Surfer's Paradox. Exactement, exactement. Et je me suis dit aussi, tu vois, quand tu es sportive de haut niveau, pour le coup, tu deviens un modèle pour d'autres. J'imagine. Ça te fait rire. Ça me fait rire. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, mais j'imagine que tu vois, même quand tu es avec les assos et tout, les personnes qui te voient, tous les jeunes surfeurs et moins jeunes peut-être aussi, de se dire arriver à un niveau, une compétitrice à un niveau international, qu'est-ce que ça te fait? Souvent, c'est souvent des échanges hyper touchants, hyper sympas. Moi, je trouve, je me vois en fait jeune, avoir des personnes qui m'inspiraient et puis et voilà, c'est peut-être le cas pour certains par mes résultats. Alors je pense pas que on reste quand même en tant que surfeur dans une petite notoriété honnêtement comparé à d'autres sports. Je trouve. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, en fait, des fois je rencontre des gens qui me disent oh ma fille elle a commencé le surf parce qu'elle vous a vu au Anglais Pro ou je sais pas où, parce qu'elle vous a vu en compétition dans un magazine. Et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je trouve ça chouette. C'est vraiment sympa comme interaction. Carrément, trop cool. Et j'ai vu il y a pas très longtemps aussi, j'en parle parce que j'ai reçu quelques personnes qui font partie de l'asso, Keep Abreast. Il y a eu un événement il y a pas très lors où il y a eu un buste. Exactement. Alors, Keep Abreast, j'avais fait un buste lors d'une compétition, il y avait une expo il y a très longtemps. Et puis là, ils m'auront contacté pour cette année, pour faire un buste avec un artiste. Ça, pareil, comme je disais, quand j'ai des assos qui me sollicitent, que ça rentre dans mon planning, c'est des sujets qui me touchent, je fais ça avec plaisir. En plus, je trouve le concept vraiment hyper sympa, cette façon... d'utiliser l'art pour parler d'un sujet difficile et le rendre un peu plus je vais pas dire fun parce que c'est pas un sujet qui est dont il est facile qui est drôle, qui est joyeux, mais en tout cas le rendre je pense que c'est un bon moyen en tout cas de rendre le problème entre guillemets visible, d'inciter d'en parler. Alors on parle du cancer du sang pour le coup, en cas où. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas la SAUL, c'est par rapport au cancer du sein. Ils font de la prévention pour l'autopalpation. Exactement. Et du coup, ils font ça de façon ludique, je te dirais. Ils rendent le sujet plus accessible. Et du coup, derrière, on est au courant, on sait. Et peut-être qu'on va se faire dépister. Ou alors on applique les bons gestes, en fait, les bons réflexes. Exactement. Et ça peut faire qu'on découvre des cancers plus tôt et ça peut sauver des vies. Exactement. J'avais reçu Amélie, j'ai son pote pour le coup. Vice-présidente de l'association, je l'ai reçue sur le podcast. Chirurgienne oncologue, donc qui pour le coup connaît très bien le sujet qui en parlera bien mieux que moi, donc qui en a parlé sûrement bien mieux que moi. Elle en a parlé. Mais pour le coup. En tout cas, super. C'est une super dynamique dans cet assaut, quoi. Voilà. Est-ce que ça t'arrive, tu vois, ça arrive à certaines personnes d'aller courir quand ils sont énervés ou quand ils vont bien. Est-ce que toi, ton remède, c'est d'aller surfer d'un coup d'un seul ou Ouais, c'est une manière de se défouler, c'est sûr. Ou se vider, tu vois, la tête ou enfin. Après le danger du surf, c'est que si tu es énervé et que tu tombes sur une session où rien ne va, c'est pas dit que ça t'apaise. Donc des fois le footing est peut-être aussi bien, mais en tout cas, oui, moi c'est le sport tout simplement qui me défoule, le grand air, voilà. Donc le surf c'est mon sport numéro 1, mais les autres j'adore. Tu fais quoi comme autre sport alors? En fait, dans le cadre un peu de ma préparation, je combine plein de choses. Je cours, je fais un peu de vélo, tout ce qui est sport co j'adore. Après c'est un peu plus dur à mettre en place, mais
dès qu'il y a un ballon qui est impliqué, ça me plaît. Ouais. Une balle ou un ballon, on va dire. Ouais, un peu de pelote basque, tout ça. Yes. Ouais, un peu tout. J'aime Ok. bien toucher à tout. Ok. Et alors, est-ce qu'à l'approche d'une grande compétition, ton planning change, j'imagine Ouais, ça pour s'allège un peu au niveau de la charge d'entraînement. Ça s'allège pour le coup. Ok. Ouais, pour garder de la fraîcheur Ouais. en fait Oui, à ouais. l'approche. Alors avant, tu t'entraînes, mais juste avant, tu raccourcis, tu allèges un peu les entraînements. Un peu plus fixé aussi sur on peaufine le matériel, le test des planches pour être sûr qu'on part avec les bons outils. Dans la nutrition, alors après, globalement, je suis assez saine et je fais attention, mais ça devient encore plus strict, on va dire, en approche des compètes. Tu fais pas une grosse soirée pizza la veille, quoi. Non, pas trop. ça m'arrive, comme tout le monde. Pizza match. Mais non, globalement, je suis... non, ouais, on fait ni la veille, ni l'avant-veille, ni les jours d'avant. Voilà. Ouais. C'est là, il y a le petit cheat day, peut-être à la fin de la compète, mais sinon, ouais, je suis plus stricte autour des compètes. Ouais. Et j'ai ça qui me vient en tête, c'est quoi ton rapport à l'attente ? C'est mon rapport à l'attente. Ouais. En fait, vas-y. Alors, dans quelles circonstances il y a beaucoup de... Dans les bouchons, dans les vagues. Dans les bouchons, avant d'arriver à la gare. Non, pas du tout. Non, en fait, je me dis, tu vois, t'as, entre guillemets, que une quinzaine de compétitions par an, c'est ça, plus ou moins. Alors, tu choisis, évidemment. Mais l'attente aussi, en fonction de la vague. Comment tu fais pour gérer ça, en fait ? Moi, je suis assez impatient, tu vois. Je suis pas sûr que je serais capable. Tu vois, de se dire tu t'entraînes, enfin là aussi s'entraîner juste pour une compétition, enfin t'as quand même aussi ce timing. Je trouve que t'as en fait une notion du temps qui est peut-être un peu différente forcément quand t'es sportif de haut niveau. Comment tu le gères ? Comment je gère ? Alors il y a plein de, alors pour le coup il y a plein de notions différentes là, juste dans ce que tu viens de citer. C'est cadeau. Je pense que le plus difficile c'est sûrement l'attente entre deux vagues quand tu es en compète. Par exemple tu as besoin d'un score et puis pendant 10 minutes il n'y a pas de vague et puis en fait c'est un peu une acceptation aussi des fois parce que quand tu es dans des moments où c'est pas de ton ressort en fait, tu n'y peux rien et l'impatience, la frustration c'est pas des réactions ou des émotions qui te tirent trop vers le haut en général. Donc c'est un peu ce côté d'acceptation. Et après, pour ce qui est du reste de l'année, la compète, non, moi je suis assez... ça me dérange pas en fait les attentes parce que c'est un peu c'est un peu la mayonnaise qui monte, quoi. Tu sens que voilà, tu te prépares, tu progresses, tu as des certitudes sur ce que tu es capable de faire en ce moment, sur ton matériel, et puis quand tu arrives à mettre tout ça en place et puis tu arrives prêt, là c'est le moment de... Voilà, c'est ton moment, quoi. Ou pas, si ça se passe pas bien, mais il y a cette notion-là. Et après, il y a une autre notion dans le surf, c'est l'attente... plus sur les conditions, parce que comme je te disais, on peut avoir 10 jours de compète et puis 5 jours de compétition, enfin de surf véridique, en fait. Et là, c'est un peu plus difficile à gérer parce que tous les matins, ils font ce qu'on appelle un call. Et à 8h, ils nous disent aujourd'hui, on surfe ou on surfe pas. Donc toi, quand il arrive, il faut que tu te prépares à surfer. Et des fois, c'est tes premières séries et puis tu arrives, tu penses surfer, en fait, on te dit non. T'as une sorte de redescente, il faut... tout recommencer, tout ton processus de concentration jusqu'au lendemain, quoi. Il faut un peu le recommencer. Ça, c'est pas facile à gérer, là. Et tu fais quoi dans ce cas-là ? Genre t'as un bouquin, tu regardes... Non mais c'est vrai, enfin tu vois... J'amène 10 bouquins. Je rigole, mais c'est un peu ça. Je lis pas mal, j'aime bien. Et souvent, je combine un livre inspirant, tu vois, que ce soit de sportif ou de un truc un petit peu inspirant avec un roman un peu tout simple. Et je jongle, c'est marrant, je jongle un peu sur les deux. Et ça, c'est un peu mes temps d'attente que je comble pour éviter que ça turbine trop là-haut. Clairement. Et puis après, t'as des protocoles, des routines d'entraînement à mettre en place, donc t'as quand même de quoi t'occuper. Ou d'analyse de tes sessions, de tes entraînements, etc. Donc, mais ouais. Les livres, c'est quand même un bon moyen. Pour moi, ça marche mieux que Netflix, tu vois. Ça me met plus dans
mon petit état mental pour la compète. Dans ta bulle. Dans ma bulle, exactement, c'est ça le terme. Ça va faire un peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger tous les deux. Ça passe vite. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont une voix dans leur tête et qui n'osent pas encore? Alors comme je t'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, l'idée c'est à la fois de dire aux gens qu'on peut vivre de sa passion, de dire que tout est possible. Et si j'appelle les personnes que je reçois, les entreprenantes et les entreprenants, c'est que, comme je te disais, courir un marathon pour moi c'est entreprendre. Et pour la première fois cette année, j'ai tenté de courir un marathon et je sais ce que ça veut dire. Je suis pas allé au bout, donc je sais très bien ce que ça veut dire. Mais ouais, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner? Bon, je pense que dans mon témoignage, il y aura sûrement peut-être des conseils un peu... Dans tout ce qu'on vient de dire, des conseils un peu cachés. Ouais. Mais je pense que quand on a un rêve, alors un rêve, c'est quelque chose qui souvent est un côté un peu, pas inaccessible, mais qui est difficile à atteindre. Je pense que un truc important pour moi, c'est d'arriver à déterminer les étapes intermédiaires en fait qu'on a besoin d'atteindre pour y arriver, parce que sinon ça peut vite devenir quelque chose de trop difficile en fait voilà, et c'est dans ces cas-là qu'on peut peut-être à un moment donné de baisser les bras. Donc je pense que déterminer les étapes intermédiaires, c'est quelque chose d'hyper important. Pour le rendre réel. Et puis pour aussi la motivation, la confiance, voilà, je m'étais fixé ça à ce moment-là, j'ai réussi. Allez, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et puis c'est comme ça, je pense que tu arrives à faire de grandes choses. Et tu vois, là, tu parlais de sport d'endurance, là, c'est comme si... Enfin, ça paraît logique, mais ça paraît logique peut-être dans certains cas. Enfin, si on se dit, tiens, je veux faire un Ironman, alors c'est évident que je ne vais pas commencer par ça. On est d'accord. Je vais déjà commencer par m'entraîner dans les 3 disciplines et puis faire des petites distances et puis crescendo. Mais voilà, ce qui est logique dans ce cas-là, je pense qu'il faut aussi le mettre en place dans des choses qui sont un peu moins concrètes, un peu plus abstraites. Voilà, si je dis je veux être championne du monde, avant tout ça, par quelles étapes je dois passer, que ce soit par les résultats, mais aussi par le contenu de ce que je produis à l'eau, tu vois. C'est ça qui est important, je pense. Voilà. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais ça, c'est... Si j'avais un conseil à donner, c'est ça. On t'en a parsemé quand même beaucoup sur le... Pour réécouter. Exactement. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? Alors, moi, j'ai toujours ma passion pour mon sport qui est intacte. Je prends toujours autant de plaisir à l'eau. Donc ça, c'est quand même hyper important, cette notion de plaisir. Mais après, ce qui me pousse à avancer, en fait, j'adore aussi apprendre et progresser. Je trouve que c'est hyper gratifiant de se dire, tiens, j'ai envie d'arriver à ça et à faire ce mouvement, ou faire cette manœuvre ou telle performance. Et puis s'entraîner et puis y arriver derrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où tu es dans un process, tu te dis, voilà, 1% de plus chaque jour. Et du coup, c'est comme ça que tu avances. Et voilà, parce que on parle beaucoup de performance sous pression le jour J en compète. Mais au final, si dans ton quotidien et dans tes entraînements, tu n'es pas aussi impliqué à 100%, concentré à 100% dans ce que tu fais, tu ne progresses pas aussi vite. Donc voilà, moi c'est ça. Ce côté, je progresse encore, c'est génial, j'apprends des choses, je me challenge, je ne reste pas dans ma zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui m'anime en ce moment, en tout cas. On verra dans quelques mois, dans quelques années. Trop cool. Voilà. Cool. Écoute, la saison 2023 arrive, donc je te souhaite une excellente saison. On va suivre tout ça. On sera très nombreux à te suivre. Tu as déjà plein de monde qui te suit. C'est gentil. Ça en fera en plus, merci beaucoup. Et puis, on va croiser les doigts pour 2024. Quand même. Yes. Je vais donner le max, on verra. Exactement. La concurrence est dure, comme je disais, mais il faut rêver. Mais il y a des places. Exactement. Elle est dure, mais il y a des places. Il faut rêver grand. Exactement. Et voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Pauline et d'en avoir appris plus sur le surf et son mindset de championne. Rester dans le haut niveau autant de temps demande évidemment de l'engagement, de la persévérance et une flamme de la passion toujours bien allumée.
J'espère de tout cœur évidemment l'avoir sur la plus haute marche du podium en 2024. Je vous invite maintenant à partager l'épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Déjà, ça me fait très plaisir et en plus ça permettra à d'autres auditrices et auditeurs de découvrir le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez de la vie et prenez soin de vous. À très vite.